Toute mon enfance, j'ai rêvé de faire le tour du monde avec mes meilleurs copains. Mais arrivé à l'âge adulte, l'âge de la raison, je me renseigne et je regarde un petit peu la faisabilité de ce projet. Et très vite, je découvre que ceux qui partent entre amis finissent par se dissoudre. L'amitié résiste mal au voyage au long cours. Alors, je commence à préparer mon tour du monde seul. Mais très rapidement, mes deux meilleurs copains viennent frapper à la porte et disent « Mais moi, je veux participer, j'aimerais bien t'aider, peut-être je peux t'aider à préparer le projet ou même partir avec toi. » C'est là qu'on a commencé à prendre le premier risque. On part à 3. Et c'est comme ça qu'on s'en va pour finalement un voyage qui va faire 54 000 km à vélo sur tous les continents. On va rejoindre l'Antarctique à la voile et on va même relever un de nos plus gros défis, traverser toute l'Amazonie. Ouais, on a voulu que ce voyage soit une succession de défis. Un des premiers grands défis qu'on relève, c'est la traversée de l'Amazonie. Alors pour vous remettre dans le contexte, on n'est pas cycliste en fait au départ, pas spécialement de vélo, pas aventurier non plus. Et moi, j'ai jamais mis les pieds sous les tropiques. Donc on est là en train de se dire ensemble, avec un peu de confiance, ah ben en fait on va faire 2500 km dans la jungle sur une piste de poussière et on va essayer de le faire en 40 jours, c'est le temps qu'on se donne. Alors en fait, moi il y a le naturel qui revient au galop, hein. Réfléchir à faire des aventures c'est bien, mais en fait je commence à avoir peur. Donc j'exprime mes doutes, je dis aux copains, moi je ne sais pas comment on va manger, comment on va boire, comment on va s'autosuffire en fait dans cette piste. Et surtout, on ne connaît rien, on n'a pas d'infos sur cet endroit, très peu. On sait qu'il y a des villages qui sont épars de 400 km à peu près. Donc on se met devant la carte, les vues satellites, et puis on se rend compte que on va pouvoir avoir des cours d'eau régulièrement, que ces 400 km entre deux villages, s'ils sont préparés avec un minimum de vivres et de quoi manger, en fait ça va suffire. Techniquement parlant, ça fonctionne, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, donc on fait. C'est parti. On s'engage sur la piste, 40 jours. Et pendant toute cette durée dans la jungle avec des animaux sauvages, de l'hostilité de toutes les petites bestioles de la jungle aussi, et puis l'humidité, on est déshydraté, on fait beaucoup de kilomètres par jour, c'est pas du tout plat contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est physiquement très éprouvant. Et on s'épaule. Si moi je souffre, lui il souffre à côté en fait. Et donc le fait de se savoir ensemble, ça nous donne du courage. Et qu'est-ce qui se construit finalement, petit à petit, jour après jour, au-delà de la poussière dans la figure, en fait c'est une confiance. C'est une confiance profonde, celle que quand on arrive au bout du chemin, on la regarde avec un mouvement de recul un peu fier, et on se dit notre projet, il est solide. Voilà ce qu'a construit l'Amazonie pour nous dans ce voyage. Mais ce n'est pas le seul endroit où on a construit la confiance. Comme Brian a expliqué, on n'est pas du tout des cyclistes. Donc quand on quitte l'Amazonie, notre objectif c'est de rejoindre l'océan Arctique. Il y a plusieurs 10-15 000 km à pédaler. Rapidement, on en a marre de faire du vélo, clairement. Et c'est là où Brian arrive avec une idée farfelue qui consiste à arrêter de faire du vélo, mettre les vélos sur des canoës et descendre le Yukon. C'est un grand fleuve au Canada pour rejoindre l'Alaska. Et dans notre groupe, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on laisse place à la surenchère des idées. Elles sont bienvenues. Quand Brian arrive avec cette idée, il y en a un autre qui va commencer à dire « ouais, le canoë c'est sympa, mais bon, c'est pas très original, on n'a qu'à construire un radeau. » Et puis il y en a un autre qui va dire « pourquoi aller jusqu'en Alaska, on n'a qu'à carrément aller jusqu'à l'océan Arctique, le fleuve y mène. » Bon, une fois qu'on est arrivé dans ces petites idées farfelues, on essaie de construire un vrai projet faisable. Donc là, on rentre dans une analyse un petit peu plus sérieuse et on décide de faire tel ou tel projet. En l'occurrence, on va choisir de construire un radeau et de descendre le fleuve Yukon sur 750 km, la distance Paris-Marseille avec un seul et unique village au milieu qu'on va, étourdi, rater en plus. Voilà, ça c'était pour dire qu'on s'est raté quelques fois. On a raté le village et on a juste vécu pendant de nombreux jours avec les ours, les animaux, la vie sauvage. Et c'est comme ça en fait qu'on a un petit peu aussi pimenté notre quotidien. Parce que, croyez-moi, quand on part sur une aventure de 3 ans à vélo, on s'installe dans une routine aussi. On s'ennuie, on peut commencer à créer des tensions dans l'équipe qui sont souvent créées justement par la routine. Et donc,
on a travaillé à briser cette routine. On ne peut pas être motivé sur un projet à 3 ans, même quand c'est un rêve d'enfant qu'on est en train de réaliser. Et donc, on a comme ça séquencé notre projet de 3 ans en une succession d'objectifs à court terme. C'est-à-dire, on traverse l'Amazonie, on construit un radeau, et ensuite, par exemple, on essaie de trouver une idée pour rendre excitante une traversée de 3000 km de désert. Ouais, donc là on va en Australie, et des déserts on en a déjà traversé 2 dans ce voyage, ça fait 2 ans qu'on est sur la route, et on sait que ça risque d'être un peu ennuyeux. Pour parler franchement, ça va être chiant, en fait. Et donc, on se dit, il faut qu'on trouve un truc fun à faire. C'est comme ça qu'on arrive aussi à se stimuler les uns les autres, et rendre la chose un peu agréable. Et donc là, on déterre un vieux projet, une vieille idée qu'on avait, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire avancer un vélo avec une aile de traction, comme un kite en fait, comme les gens qui font du kitesurf. Et donc on s'organise, on commande le matériel, il arrive en Australie, etc. Et on se lance sur la piste sauvage au milieu de l'outback australien. Et puis on essaie de faire marcher ce système. Avant, on était allé sur la plage, on avait testé, ça marchait en fait. On était déjà très content de voir qu'on arrive à tenir le guidon d'une main et l'aile de l'autre. Et puis on se lance sur la piste et on dit maintenant on va essayer sur la route. Bon, je ne sais pas si vous avez essayé de zigzaguer sur la route avec plein de voitures qui passent, ou en tout cas pas beaucoup, mais pas mal de camions bien longs comme on en voit en Australie. En fait c'est dangereux. En fait c'est dangereux, on chute aussi, ça nous arrive parce que le vent il n'est pas régulier, etc. Et donc on se rend compte que notre système, il fonctionne sur une surface plane, on va dire en gros. Mais sur la route au milieu du désert, ça ne fonctionne pas. Par contre, les 3000 km, ils passent comme ça. Et nous, on regarde tous dans la même direction. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était en gros un échec. Hein. On n'a pas réussi à faire plus de 20 km avec ce système-là. Mais on est arrivé au bout et c'était fun. Et de ce point de vue-là, l'équipe, elle a réussi. Donc des fois, il y a des projets comme ça qui valent le coup d'être faits, même si ils n'apportent rien, on n'y perd rien non plus. Mais en fait, l'équipe, elle continue d'avancer. Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on retire finalement de ce genre de voyage? Là, je vous fais un pas en avant, hein. On a fini notre tour du monde à vélo. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste un état d'esprit en fait. Il reste un état d'esprit qu'on a répété dans d'autres projets plus tard, plusieurs années plus tard, notamment dans les montagnes du Pamir au Tadjikistan. On y allait avec des vélos en bambou qu'on a construits par exemple. Et puis, voilà, l'idée de faire des projets un petit peu fous et d'utiliser l'intelligence collective ou en tout cas la créativité d'une équipe pour se permettre des choses un petit peu folles. Parce que je parlais de confiance tout à l'heure, on a confiance en soi, mais aussi on a confiance à l'équipe pour essayer de penser avec au-delà des limites de son propre corps et de sa propre pensée. C'est ça la force du collectif. Et donc, en l'occurrence, dernier projet en date, on avait pris goût à la montagne, on avait trouvé l'amour de la montagne dans ces montagnes du Pamir au Tadjikistan avec nos vélos en bambou. Et puis on a répété l'expérience, mais en France. Depuis quasiment 10 ans, on est régulièrement invité à partager un petit peu nos aventures et ce qu'on en a tiré. Et régulièrement, on s'est retrouvé à parler du risque, quelque chose qui interroge beaucoup les gens. Comment est-ce que vous gérez le risque? Comment est-ce que vous analysez les risques? Jusque-là, finalement, il ne nous est jamais arrivé un vrai pépin, malgré quelque part toutes les aventures un petit peu insolites qu'on a cumulées. Donc, on en parlait régulièrement. Mais le soir, quand on rentre à la maison, on avait un petit doute sur notre légitimité à en parler. On disait, mais c'est pas non plus, on n'a jamais été vraiment confronté au risque à ce point-là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éprouver la théorie? Ce qu'on raconte, comment est-ce qu'on pourrait l'éprouver totalement? Et c'est là qu'est né le projet qu'on a appelé l'École du ciel. Je vous la fais simple. On n'a jamais fait de parapente et on se dit, on va essayer de traverser les Pyrénées depuis la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique en marchant et en volant, en marchant avec des parapentes dans le dos et en volant depuis le sommet des montagnes. Le parapente, c'est la discipline où quand vous prenez une assurance, il y a la petite étoile où il y a marqué « vous êtes assuré contre tout sauf pour le parapente ». Voilà, donc c'est une discipline à haut risque, surtout quand elle est pratiquée en milieu sauvage. Donc on se dit, bon, on va tenter cette expérience et on va mettre au service de la réussite de ce projet tout ce qu'on a appris. L'intelligence collective pour transformer quelque part chaque individu qu'on était des débutants sans aucune expérience du parapente. Est-ce que si on réfléchit bien ensemble, on peut finalement à 3 devenir un expert du parapente? C'est ce qu'on a fait donc et on a
réussi, si on est là pour vous parler, c'est qu'on a réussi à traverser les Pyrénées, donc environ 800 km avec les détours en marche et vol. Et étonnamment, on a même finalement réussi un peu mieux que la traversée des Pyrénées, parce que sur notre route, on a fait l'ascension du pic qui s'appelle le Balaïtous, qui est un des plus hauts sommets de la chaîne pyrénéenne. Ce sommet est emblématique, il y a moins d'une dizaine de parapentistes qui ont décollé de là-haut, et dans ces 10, on en fait partie, qui est pour l'accomplissement de ce projet quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer avant de partir. Et ça a été fait finalement grâce justement à la confiance que le groupe s'est créé. Bon, j'espère qu'on a pu vous donner un aperçu de comment seul on va plus vite et ensemble on va plus loin.